Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un pays unique. En fait, un pays qui est l'une des 3 seules cités-États au monde, et je ne parle pas de Monaco ou du Vatican. Une ville donc qui est surnommée la ville du lion, alors qu'il n'y a jamais eu de lion, sauf lorsqu'on a décidé d'ouvrir le zoo de la ville. Un pays qui est très riche, l'une des villes les moins corrompues au monde, l'un des IDH les plus élevés au monde, l'un des PNB les plus élevés au monde, et un pays qui a 4 langues officielles. Et je ne vous parle pas de la Suisse. Un pays qui est très dense et très plat, l'un des pays les plus plats au monde. Et je ne vous parle pas de la Belgique. Un pays où vous pouviez regarder des films 2D, 4D gratuitement à l'aéroport de la ville, aéroport qui était reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Un pays où 92% des habitants sont propriétaires et 80% d'entre eux grâce au gouvernement. Et je ne vous parle pas d'un pays communiste. Un pays qui est surnommé le pays des amendes, où lorsque vous déposez un objet au mauvais endroit, vous pouvez recevoir une très lourde amende. Lorsque vous décidez de jeter un mégot ou de mâcher un chewing-gum dans un lieu public, vous pouvez avoir une amende très forte. Même lorsque vous utilisez le Wi-Fi de votre voisin, vous pouvez avoir une amende. Eh bien, ce pays, il s'agit de Singapour. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à regarder le reste de la vidéo. Alors Singapour, c'est un pays d'Asie du Sud-Est. Il a pour superficie 729 km². Autrement dit, Singapour est le deuxième plus petit pays d'Asie, juste après les Maldives. Et pourtant, sa superficie a augmenté de 25% depuis l'indépendance. Il a pour voisin au nord la Malaisie, avec qui il formait une fédération, et au sud, l'Indonésie, avec les îles Riau. Le mot Singapour vient soit du sanskrit, soit du tamoul, Singa, qui veut dire le lion, et Pura, la ville. Autrement dit, Singapour signifie la ville du lion. Alors regardons plus en détail le relief de ce pays. Alors effectivement, la première chose que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on parle de Singapour, on parle d'une île principale, mais aussi d'une 60aine d'îlots. Cette île principale, elle est très basse. L'altitude moyenne de Singapour est seulement de 15 mètres d'altitude. Le point le plus élevé de Singapour, c'est Timah Hill, qui se situe seulement à 162 mètres. On peut également souligner les collines de Panjang et de Mandai, ce qui fait que Singapour est en première ligne sur le réchauffement climatique et l'augmentation des océans. Alors, au nord de Singapour, vous avez ce qu'on appelle le détroit de Johor, qui départage la Malaisie et Singapour. Le détroit de Johor, en fait, il va du détroit de Malacca au détroit de Singapour. Le détroit de Johor, en fait, est relié de part et d'autre par 2 principaux ponts. Le premier pont, c'est le Johor Singapore Causeway, la chaussée qui a été construite dans les années 20 lorsque les 2 parties étaient membres de l'Empire britannique. Un deuxième pont a été construit en 1998 qu'on appelle le Singapore Malaysia Second Link qui effectivement relie les 2 villes. Et il y a un projet d'un 3e pont qu'on appelle le pont tordu, c'est un pont de la discorde parce que en fait cette chaussée construite en 1920 est très plate. Elle empêche effectivement le développement de Johor Bahru et elle est responsable notamment de la circulation qui est assez dense dans la ville, mais aussi elle empêche les bateaux de transiter, de passer par le détroit de Johor. Et effectivement, Singapour est contre la démolition de cette chaussée puisque justement les bateaux de transport éviteraient dès lors le port de Singapour au profit d'un port malaisien. Donc Singapour est contre et c'est pour cela que vous avez l'ancien Premier ministre de Malaisie, Mahathir Mohamad, qui avait le projet de construire ce qu'on appelle un pont tordu, c'est-à-dire que sur la partie malaisienne, vous aviez un pont élevé et ensuite, dans la partie Singapour, vous aviez un pont normal. Ce pont coûte très cher, il était en tout cas remis au calendrier grec pour le moment. Vous avez également le projet, comme je l'ai souligné, d'un métro entre Johor et Singapour et vous avez également le projet d'une grande ligne, d'une LGV, d'une grande ligne entre Kuala Lumpur et Singapour. Ensuite, comme je le mentionnais, au sud, vous avez le détroit de Singapour
qui relie la fameuse mer de Chine méridionale dont nous avons abondamment parlé lors des précédentes vidéos et le détroit de Malacca. Alors pour rappel, le détroit de Malacca, c'est là où transite 50% du commerce maritime mondial. En effet, c'est cette voie qui permet de relier la Chine, le Japon à l'est, l'Indonésie et l'Inde à l'ouest, voire plus loin les marchés européens. Alors effectivement, il existe d'autres détroits, par exemple le détroit de la Sonde ou le détroit de Lombok du côté indonésien, mais effectivement ces détroits sont moins profonds que le détroit de Singapour et c'est pour cela que les navires préfèrent passer par le détroit de Singapour. Le détroit de Singapour va justement du coup départager l'île de Singapour avec les îles Riau, nous allons parler, qui appartiennent à l'Indonésie. Les îles Riau sont à peu près 1700 îles. À noter enfin que le climat de Singapour et des îles Riau est un climat équatorial. Alors concernant la géographie de Singapour, eh bien effectivement on voit que la population de Singapour c'est 6 millions d'habitants. Alors, à titre de comparaison, en 1950, il y avait seulement 1 million. 1970, 2 millions. 1990, 3 millions. Puis 5 millions en 2010. Donc, vous voyez que la population de Singapour a énormément augmenté. Et elle a tellement augmenté que, justement, le gouvernement stérilisait les femmes lorsqu'elles avaient un deuxième enfant. Malheureusement, ça a plutôt bien marché puisqu'aujourd'hui, en fait, Singapour a l'un des taux de fécondité les plus bas au monde avec seulement 1,1 enfant par femme. Alors, effectivement, ça s'explique par différentes raisons. D'abord, on est encore dans une société très traditionnelle où on n'a pas d'enfants en dehors du mariage, mais aussi par le coût de la vie et par d'autres raisons, bien évidemment. Singapour est aussi un cas unique puisque c'est un pays où il y a 100% d'urbains. C'est un cas que l'on trouve très rarement par Monaco, le Koweït, effectivement. C'est donc un pays qui est très dense. Avec plus de 8000 habitants au kilomètre carré, eh bien c'est le deuxième pays le plus dense au monde après Monaco. Et enfin, il faut noter que 25% des résidents de Singapour ne sont pas singapouriens, ils sont étrangers. Effectivement, le pays attire une main-d'œuvre qualifiée ou non. Dernier point, Singapour est le troisième pays en termes d'espérance de vie. L'espérance de vie s'établit à 83,4 ans. Alors, la principale ville de Singapour, c'est la ville de Singapour elle-même, qu'on nomme d'ailleurs la cité jardin en raison de sa végétation luxuriante. Mais il faut également noter le HDB, le Housing and Development Board. Alors, le Housing and Development Board ou le Conseil du logement et de développement, eh bien en fait, c'est une agence gouvernementale qui est en charge justement de la gestion du territoire. Il possède les 4/5 de l'île de Singapour, puisque l'île est quand même petite, comme on l'a vu. Et c'est ce HDB qui a permis à ce que 80% des Singapouriens aujourd'hui soient propriétaires. Bien évidemment, il y a des quartiers communautaires qu'on va nommer plus tard, mais ils ont fait en sorte de mélanger à la fois les revenus et les ethnies, de telle sorte qu'il y ait une véritable intégration sociale et économique afin de justement promouvoir une identité singapourienne. De l'autre côté du détroit de Singapour, nous avons du coup les îles Riau. Les îles Riau sont divisées en 7. D'abord, vous avez 3 îles qui font face directement à l'île de Singapour. Commencez par l'île de Bantam. Bantam, c'est seulement à 6 km de Singapour. Donc vous êtes véritablement très près. Et du coup, Bantam, c'est 60% de la population de Riau. C'est le centre, le cœur commercial, industriel des îles. Et c'est justement cette île qui va recevoir les industries que Singapour ne souhaite plus développer sur son territoire. Donc vous avez une véritable connexion entre Singapour et les îles Riau. À l'ouest de Bantam, vous avez Karimun, qui fait office d'annexe de Batam. Et à l'est de Batam, vous avez Bintam, qui elle est plutôt une île touristique qui en fait se destine à recevoir notamment une clientèle singapourienne. Justement, le manque d'espace oblige beaucoup de Singapouriens à aller ailleurs pour les vacances. Et donc Bintam est vraiment une île touristique avec des plages paradisiaques. C'est de plus en plus de développer le tourisme. Et c'est aussi sur cette île que vous allez trouver la capitale des îles Riau qui est Tanjung Pinang. Donc c'est aussi le cœur politique des îles. Au sud de ces 3 îles, vous avez les îles Lingga. Les îles Lingga ont plutôt un rôle historique puisque c'était là où se trouvait le siège du sultanat de Riau. Et enfin, vous avez 2 autres îles septentrionales que sont Anamabas et Natunas. Alors, elles sont vraiment excentrées. Anamabas est vraiment très proche de la Malaya et Natunas est très important stratégiquement puisqu'elle va permettre à l'Indonésie d'avoir accès à la mer de Chine méridionale, mais aussi à des ressources pétrolières et gazières qui ont été relevées. Concernant le tourisme, il faut d'abord mentionner Garden by the Bay, également qui est le monument, le lieu le plus connu de Singapour, mais aussi Marina Bay Sands,
qui était le casino autonome le plus cher au monde en 2010. Il faut bien sûr mentionner l'incontournable statue du Merlion. Donc Merlion, c'est un mot valise, Mermaid Lion, donc une lion sirène, qui est l'animal symbolique de Singapour, donc un lion avec un queue de poisson. Vous avez bien sûr Clarke Quay, vous avez les quartiers communautaires, Chinatown, Little India, Kampong Glam. Vous avez une île de loisirs qui est Sentosa Island. Et puis vous avez des lieux importants comme le zoo de Singapour, le jardin botanique de Singapour, le musée national de Singapour ou encore Singapore Flyer. Les langues officielles de Singapour sont au nombre de 4, ce qui est extrêmement rare en fait. À peine 10% des pays au monde ont plus de 3 langues, donc Singapour en fait partie. Premièrement, il faut mentionner le chinois mandarin qui est une langue sino-tibétaine, puis le malais qui est une langue austronésienne, l'anglais qui est une langue germanique et enfin le tamoul qui est parlé dans le sud de l'Inde qui est une langue dravidienne. Alors, comment ils font pour se comprendre? En fait, chaque langue a une position et une fonction bien définie. D'abord, le mandarin, c'est la langue de la communauté chinoise. Vous le retrouvez sur le drapeau chinois puisque vous avez effectivement 5 étoiles qui en fait rappellent les étoiles qui se figurent sur le drapeau chinois. Le malais, c'est la langue nationale. L'hymne national singapourien est chanté en malais. D'ailleurs, vous voyez très bien le croissant pour rappeler effectivement l'appartenance à l'islam de la communauté malaise, mais également le drapeau rouge et blanc qui rappelle le drapeau indonésien ou malaisien qui sont en fait le rappel du drapeau de Majapahit. Le tamoul est la langue de 60% de la communauté indo-pakistanaise. Elle a aussi une fonction symbolique puisque le nom Singapura vient du tamoul ou du sanskrit. Et enfin, vous avez l'anglais qui est la langue d'enseignement, de la langue du commerce, de l'administration, de l'industrie et qui figure un peu de lingua franca. Alors la répartition ethnique de Singapour est la suivante. Vous avez à peu près presque 80% de Chinois, mais ces Chinois en fait parlent différents dialectes ou parlent différentes langues. Alors la première langue parlée à Singapour n'est pas le mandarin, mais c'est le Minnan. Le Minnan, c'est en fait une langue qui est parlée dans le sud de la Chine, dans le Fujian et à Taïwan. La deuxième langue est seulement le mandarin avec 25%. Mais le gouvernement singapourien, dès l'indépendance, a essayé de promouvoir dès le début le mandarin aux dépens des autres langues chinoises parce qu'effectivement c'est la langue de la Chine, c'est la langue qui est la plus parlée et afin aussi de souder la communauté chinoise. Il faut également mentionner d'autres langues chinoises du sud comme le Hakka ou le cantonais qui sont parlés par différentes communautés. Mais on constate qu'effectivement, étant donné que les efforts sont tournés vers le mandarin, eh bien le nombre de mandarinophones augmente plus vite que les autres. Ensuite, il faut mentionner le malais puisque le Singapour fait partie du monde malais qui est parlé essentiellement par des Malais ou par des Indonésiens. Vous avez également une communauté philippine qui parle plutôt le tagalog. Et puis vous avez aussi des anglo-indiens, des britanniques ou des eurasiens qui eux parlent plutôt l'anglais. Et enfin, il faut signaler les tamouls. Alors comment on est arrivé dans cette situation linguistique? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. Originellement, l'île de Singapour ainsi que les îles de Riau étaient plutôt peuplées de pêcheurs ou de pirates. Et en fait, elles vont servir très tôt d'avant-poste pour l'empire de Srivijaya qui, comme on le sait, va de 650 à 1377. Dans les inscriptions javanaises ou chinoises, en fait, la ville est très tôt mentionnée sous le nom de Tumasik ou Temasek, qui veut dire la ville de la mer, de Tasek en javanais, qui veut dire la mer. En raison de sa situation géographique, Singapour, comme les îles, furent de très nombreuses fois détruites. Par exemple, Singapour fut détruite par le roi Rajendra Chola Ier en 1025 ou le roi javanais qu'on appelle Kertanagara un peu plus tard. Donc, la ville de Singapour, le nom en tant que tel, vient soit d'après les différentes sources, de moines bouddhistes pour qui le lion a une représentation symbolique importante, soit alors d'après ce qu'on appelle la Sejara Melayu. Alors Sejara, ça vient de l'arabe Shajara qui veut dire l'arbre généalogique, et Sejara du coup en malais veut dire l'histoire. Et bien d'après la Sejara Melayu, en fait, vous avez un roi, Sitribuana, qui est un roi de Srivijaya, qui aurait confondu un tigre, puisqu'il n'y a pas de lion, qui aurait confondu un tigre pour un lion et aurait ainsi nommé Singapour la ville du lion. On le sait également, puisqu'on l'a déjà mentionné dans la vidéo sur la Malaisie, que le roi Parameswara fut un temps roi de Singapour. Mais quoi qu'il arrive, en 1613, malheureusement, les Portugais vont détruire le village ou la ville de Singapour et pendant 200 ans, la ville va tomber dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'un Britannique en 1819, Sir Stamford Raffles, va décider justement d'implanter
un comptoir commercial sur l'île de Singapour. Alors pourquoi il choisit cet établissement? Parce que déjà d'une part, il s'agit d'un port en eau profonde qui disposait de ressources d'eau douce et de bois pour réparer les navires, mais également parce que les Néerlandais s'étaient installés en face de Singapour, dans les fameuses îles Riau. Et Sir Stamford Raffles, il va être très malin parce que il va entendre de la part du Temangong, qui est le chef héréditaire de Singapour et le cousin du sultan de Johor, auquel le Singapour faisait partie, que le sultan qui s'appelait Abdurrahman, que justement ce sultan a usurpé le trône de son père. En effet, le sultan précédent, qui s'appelle Mahmud Shah III, va mourir en 1811 et le fils aîné n'a pas pu en fait se faire reconnaître sultan parce qu'il était justement en train de célébrer son mariage. Et donc son frère cadet va en profiter. Et donc Sir Stamford Raffles, il a été très malin puisque il va rappeler le frère aîné, Hussein, qui était d'ailleurs sous surveillance des Néerlandais, et va le nommer en fait sultan de Johor, c'est-à-dire de l'État de Johor actuel et de l'île de Singapour. En contrepartie, bien évidemment, le sultan Hussein devait vendre les terres, une partie des terres, à la compagnie pour laquelle Stamford Raffles travaillait. Et cette compagnie, c'est la Compagnie anglaise des Indes orientales. Et puis, quelques années plus tard, cette même compagnie va racheter le reste de l'île. Donc c'est ainsi que Singapour va tomber sous la domination de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Bien évidemment, le Abdulrahman proteste, les Néerlandais protestent, mais le tribunal administratif de Londres ne met pas d'opposition à cet achat. Alors comment on est arrivé à cette situation-là? En fait, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que le sultanat qui régnait, c'était celui de Malacca, que Malacca va être pris par les Portugais en 1516. Et donc le dernier sultan de Malacca, qui est aussi Mahmud Shah, va entraîner sa cour et les habitants qui, bien sûr, s'ils devaient rester, devaient se convertir au catholicisme. Donc, ils ont fui avec son roi et ils vont fuir pour créer un autre sultanat, le fameux sultanat de Johor. Et ce sultanat de Johor va mener des guerres incessantes contre les Portugais, mais également contre un autre sultanat, le sultanat d'Aceh, tout au long du XVIe siècle, pour finalement seulement survivre, bien qu'ils connaissent finalement à la fin du XVIe siècle un âge d'or. Puis au XVIIe siècle, la puissance montante de la région n'est plus les Portugais, mais ce seront les Néerlandais. Et Johor va passer une alliance stratégique avec les Néerlandais, et les Néerlandais vont ainsi pouvoir récupérer Malacca. En contrepartie, les Néerlandais ne devaient pas embêter Johor et vice-versa. On était dans une alliance. Mais au XVIIIe siècle, le sultanat de Johor va connaître une grave crise de succession qui sera seulement réglée, en fait, par les Bugis. Les Bugis dont nous avons également parlé, qui est une ethnie, ce sont des marins qui viennent de l'île de Sulawesi, et ils vont aider le sultan de Johor à se maintenir son trône. Et la conséquence, c'est que le centre du pouvoir du sultanat de Johor, étant donné que ce sont des marins, eh bien, il va transformer le sultanat de Johor en une thalassocratie et le centre du pouvoir va se déplacer de la Malaya aux îles Riau. Et c'est ainsi que le sultanat de Johor va devenir le sultanat de Johor-Riau. Et ça embête énormément les Néerlandais puisque les îles Riau deviennent, au XVIIIe siècle, un centre commercial important qui concurrence directement Malacca, qui était devenu néerlandais. À la fin du XVIIIe siècle, les Néerlandais vont occuper les îles Riau avant de se faire chasser par le Shah Mahmud III en 1787. Et puis, il y a la parenthèse napoléonienne. Les Néerlandais vont se retirer pour un temps. En 1811, ce Shah Mahmud III qui a réussi à chasser les Néerlandais, eh bien cette fois-ci, il meurt, et il meurt sans fils légitime. Il a eu un fils, mais il est mort juste après sa naissance. Et donc, il a deux fils, Hussein, son fils aîné, et Abdulrahman, qui sont nés de concubines. Et effectivement, les Néerlandais vont appuyer Abdulrahman à devenir sultan en échange de la protection et de la mise en place d'une garnison néerlandaise sur les îles Riau, qui était devenue le centre du pouvoir. 2 mois seulement avant que Sir Stamford Raffles arrive à Singapour. Et donc, du coup, c'est pour cela que les Néerlandais ont protesté, puisqu'en ayant une garnison de soldats néerlandais, effectivement, ils pensaient contrôler tout le sultanat du Johor Riau, en incluant Singapour. Et donc, l'histoire, finalement, va se conclure en 1824 par la signature du traité anglo-néerlandais. Alors, pourquoi les Néerlandais vont signer ce traité? Eh bien, en 1824, la première puissance industrielle, commerciale et militaire au monde, c'est la Grande-Bretagne. Et les Néerlandais ne sont plus capables de faire face à la puissance britannique. Et donc, il valait mieux négocier, afin de ne pas tout perdre, plutôt
que d'essayer d'aller au combat. Et c'est ainsi que le traité anglo-néerlandais est très important, puisqu'il va départager les zones d'influence britannique et néerlandaise. La partie néerlandaise va devenir l'Indonésie, la partie britannique va devenir la Malaisie et Singapour. Et du coup, les îles Riau étant sous domination néerlandaise, elles vont faire partie de l'Indonésie. Alors pour la petite histoire, ensuite, après ce traité, le sultanat de Johor Riau, qui est effectivement disséqué, va devenir le sultanat de Riau Lingga jusqu'en 1911 où la monarchie sera abolie. Donc je reviens à Singapour. 2 ans après la signature de ce traité, en 1826, la Compagnie des Indes orientales, anglaise, va réunir l'île de Penang, qu'on a vu, l'île de Singapour et Malacca, qu'ils avaient également récupéré, sous les établissements du Détroit. Et ces établissements du Détroit vont choisir Singapour en 1830 comme capitale. Malheureusement, en 1833, la Compagnie des Indes orientales va effectivement perdre son monopole sur le commerce chinois, puisqu'on a vu dans la vidéo sur la Malaisie que le principal objectif de l'installation de cette compagnie vers la Malaya et Singapour, c'est le commerce chinois. Et la raison, c'est que le gouvernement britannique, au 19e siècle, est dans un mouvement de libre-échange. Il n'est plus dans cette histoire de monopole, etc. Donc c'est pour ça qu'il casse le monopole de cette compagnie, qui effectivement aussi gère très mal ses finances. Ça va abolir la dissolution de cette entreprise. Et donc, au fur et à mesure qu'ils perdent ces monopoles, eh bien, les établissements du Détroit vont tomber plus en plus dans l'influence de la couronne britannique et vont devenir une colonie britannique. Et Singapour va connaître un succès. Malgré le fait d'être en concurrence directe avec le port de Hong Kong qui se développe aussi en 1842 et également le port de Saigon en Indochine française, on voit que Singapour se développe puisque la ville va passer de 1000 habitants en 1819 à près de 100 000 habitants en 1880. Et les raisons de ce succès sont nombreuses. D'abord, on est bien dans un port en eau profonde, extrêmement bien situé sur cette route commerciale et Singapour est un port franc. Et puis, au fur et à mesure que la Malaya se développe, eh bien, il va devenir le principal port d'exportation des matériaux tels que l'étain ou le caoutchouc. Et enfin, en 1869, avec l'ouverture du canal de Suez, eh bien, vous avez la route commerciale entre l'Europe et la Grande-Bretagne et la Chine va se raccourcir et effectivement, ça sera un gain indéniable pour Singapour. Il faut enfin noter qu'après la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique décide de développer une base navale et de faire de Singapour le Gibraltar de l'Est. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais vont envahir Singapour. Après cela, vous avez un nationalisme malais qui va conduire, comme je l'ai expliqué, à l'Union malaise et à la Fédération malaise. Et du coup, à l'incorporation des établissements du Détroit, sauf de Singapour, qui va rester à part. Mais dès 1946, bien qu'elle soit considérée comme une colonie britannique à part, elle va commencer à se développer. Des progrès considérables vont être réalisés. Par exemple, en 1957, l'île connaît une autonomie interne complète, c'est-à-dire avec une assemblée, avec un gouvernement, des ministres. Et en 1959, Singapour va même adopter une constitution et connaître des élections. Et ces élections de 1959 vont être remportées par Lee Kuan Yew. Et Lee Kuan Yew va jouer un rôle fondamental dans l'histoire de Singapour. Mais 2 ans plus tard, en 1961, le Premier ministre Abdul-Rahman veut que et Singapour, et Brunei, et les établissements de Sarawak et Sabah fassent partie de la Fédération malaisienne. Et il escompte bien que Sabah Sarawak fasse partie pour contrebalancer la population majoritairement chinoise de Singapour parce que ces populations bornéennes, même si elles ne sont pas malaises, ce sont des populations musulmanes auxquelles les Malais se sentent très proches. Et Lee Kuan Yew, qui est le père de l'indépendance Singapour, lui, il souhaite fortement l'adhésion de Singapour à la Malaisie parce que Singapour n'a pas de ressources. Singapour est une population qui croît énormément et donc du coup il y a un problème de chômage et de débouchés et que le fait d'être un entrepôt commercial, eh bien dans les années 50, eh bien cet entrepôt commercial justement diminue. Et donc pour toutes ces raisons, vous avez un mariage de convenance entre la Malaisie et Singapour qui va durer de 1963 à 1965. Et le divorce est prononcé en 1965 parce que finalement la conception de Lee Kuan Yew qui se faisait de la nationalité malaisienne va être mise à mal par les Malais. Les Malais, effectivement, avaient déjà 40% de Chinois dans la Malaya. Et intégrer 80% de Chinois de Singapour, effectivement, les effrayait. Et eux, ils souhaitaient, comme on l'a vu, promouvoir, favoriser l'ethnie malaise aux dépens des autres ethnies. Et donc, cette conception pro-malaise va effectivement déboucher en 1965 à l'indépendance de Singapour par Lee Kuan Yew. Aujourd'hui, Singapour est en fait une république unicamérale, avec un parlement, ce qui est normal puisque vous êtes dans un tout petit pays. Donc,
Le modèle suivi est le modèle de Westminster et effectivement, depuis l'indépendance, le pays a connu des élections libres. Notamment le PAP, le People Action Party, qui est le parti de Lee Kuan Yew, qui a remporté toutes les élections depuis l'indépendance. Alors, ce succès s'explique notamment par le fait que ce parti, et Lee Kuan Yew, a transformé un pays pauvre, sans ressources, corrompu, en un pays les plus riches au monde. En 70 ans, finalement, Singapour a connu que 3 premiers ministres, Lee Kuan Yew, son premier ministre Goh Chok Tong et son fils Lee Hsien Loong. Et l'une des exemples à suivre, ça va être par exemple combattre la corruption. Lee Kuan Yew va nommer un bureau d'investigation des pratiques corruptives, c'est-à-dire que c'est une agence gouvernementale qui a de forts pouvoirs, il peut arrêter, il peut rechercher, il peut mettre sous écoute les personnes qui sont susceptibles de corruption, ainsi que leur entourage. Et puis en 1994 aussi, il va décider que tous les hauts fonctionnaires, les ministres, les juges aient un salaire aligné sur le privé, afin justement d'éviter toute forme de corruption. Mais effectivement, ces politiques paternalistes entraînent un certain mécontentement de la population. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs du pays, c'est la reconnaissance du pays sur la scène internationale. C'est un petit pays qui était menacé effectivement d'être intégré par les plus grands pays. Et donc du coup, c'est pour cela qu'il va très tôt adhérer à l'ONU, être membre de l'ASEAN en 1967, passer un accord de défense avec ses voisins, afin d'éviter d'être absorbé. Enfin, en 1989, il va signer le CJORI, Singapour Johor Riau. CJORI qui est un accord en fait de développement. Les industries qui demandent énormément de main-d'œuvre sont délocalisées dans le sultanat de Johor et dans les îles Riau. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les îles Riau ont un PNB par habitant de 8 000 $ par habitant, qui est 2 fois plus élevé que le reste de la moyenne de l'Indonésie. Justement, concernant l'économie, on voit que depuis l'indépendance jusqu'à 1997, Singapour connaît une économie très élevée. Elle est de l'ordre entre 6 à 13%. Et d'ailleurs, Singapour a l'une des économies les plus avancées de l'ASEAN. À titre de comparaison, le PIB de Singapour est plus élevé que celui des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie, et il est légèrement inférieur à celui de la Thaïlande. Donc imaginez pour un pays de seulement 6 millions d'habitants. En fait, la première grave crise économique que va connaître Singapour, c'est la crise asiatique de 1998. Et on voit effectivement, à partir de 2000, que l'économie essaie de se rattraper. Et depuis 2000, Singapour, qui est une économie qui est très ouverte et donc qui est très dépendante des exportations, va connaître 3 crises. En 2001, puisque c'est l'éclatement de la bulle Internet. En 2009, la crise de 2008 et en 2021-2022, la Covid. Mais cette croissance va être tirée par un secteur manufacturier qui est très dynamique et également par des services. On répète que le HDI investit énormément dans l'éducation, la santé et le logement. Et finalement, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur secondaire et effectivement la hausse des salaires qui va conduire à une restructuration de l'économie vers une économie à plus forte valeur ajoutée. Le PIB du Singapour était de 100 milliards en 2000, il est passé à plus de 400 milliards. Le PNB était à peu près de 23 000 $, il est passé à plus de 80 000 $. Et enfin, la monnaie de Singapour est le dollar singapourien. On voit que c'est une économie très ouverte puisque seulement 1% de l'économie singapourienne est orientée vers le secteur primaire. 24%, c'est le secteur secondaire. Et donc, on est passé d'une industrie à forte intensité de main-d'œuvre à une industrie qui est plutôt tournée vers les activités de haute technologie, donc notamment la fabrication d'appareils électriques, électroniques, d'équipements de précision, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et notamment le raffinage, alors que Singapour ne dispose ni de gaz ni de pétrole, ce qui est assez intéressant. Mais il faut noter que l'Indonésie et la Malaisie sont des producteurs de gaz et de pétrole très importants. Et effectivement, 75% de l'économie de Singapour est dans le secteur tertiaire. Alors notamment les services financiers, 15% des PIB de Singapour, 10% pour la France, à titre de comparaison. Vous avez le tourisme, entre 5 et 10%, le commerce, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, et les services aux entreprises. Singapour possède aussi enfin l'un des plus grands ports les plus importants au monde. Parmi les grandes entreprises du pays, nous devons d'abord citer Singapore Airlines, que vous avez certainement utilisé. Vous avez également DBS Group Holding, qui est en fait la plus grande banque de Singapour, mais aussi de toute l'Asie du Sud-Est. Vous avez Temasek Holding, une grande société d'investissement, Keppel Corporation, qui est un conglomérat dans l'ingénierie offshore et maritime, les infrastructures, l'énergie et l'immobilier. Vous avez Genting Singapore Limited, qui est un complexe de divertissement. Vous avez Singtel pour les télécommunications.
Vous avez Capital Land Limited, qui est l'une des plus grands développeurs immobiliers, et vous avez Wilmar International, un des principaux négociants agricoles. Concernant la culture, je souhaiterais d'abord mentionner Anthony Chen, qui a gagné la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2013 dans le film Ilo Ilo. Vous avez ensuite Georgette Chen, qui est très connue pour ses peintures post-impressionnistes. Elle a joué un rôle important dans le développement de l'art. Vous avez Lin Saint-Pong, qui est connu pour ses peintures à l'encre et ses paysages urbains. Vous avez Tang Da Wu, qui est un des fondateurs du collectif artistique de Artist Village, qui a joué un rôle crucial dans le développement de l'art contemporain à Singapour. Vous avez Cyril Wong, qui est un poète, un écrivain, qui a reçu plusieurs prix littéraires à Singapour, qui est considéré comme l'un des voix poétiques les plus influentes du pays. Et vous avez Alfian Sa'at, qui est un dramaturge, un poète et un écrivain connu pour ses œuvres provocantes et controversées. Il a reçu plusieurs prix et contributions. Concernant la gastronomie, peut-être vous connaissez le Hainanese Chicken Rice, qui est en fait le plat national de Singapour. C'est avec du riz cuit dans un bouillon de poulet avec du piment et de l'ail. Vous avez le chili crab, qui est une cuisine dans une sauce épicée. Vous avez le laksa, le curry et les nouilles épicées. Vous avez le char kway teow, qui sont des nouilles de riz plates. Vous avez le hokkien mee, qui est un autre plat de nouilles populaire. Le satay qu'on a parlé, qui est une brochette en Malaisie. Vous avez le nasi lemak, qui est un plat malaisien aussi qu'on a parlé, qui est très connu. Le rojak, qui est une salade locale. Le Hainanese curry rice et le popia. Ensuite, nous devons mentionner le sport. Vous avez Singapour a participé aux Jeux Olympiques depuis 1968. Il a remporté 5 médailles dans des différentes disciplines. D'abord, vous avez le 100 mètres papillon avec Joseph Schooling, 2 médailles d'argent en haltérophilie, une en tennis de table avec notamment Tian Wen Fong, 2 médailles de bronze en tennis de table. Vous avez les footballeurs comme Haris Harun et Fendi Hamad. Vous avez des joueurs de sepak takraw comme Noor Hissam Adam. Vous avez Shanti Pereira, qui est une athlète qui détient les records nationaux du 60, 100 et 200 mètres. Et enfin, vous avez les joueurs de badminton comme Yeo Ji-Min et Lo Kean Yu. Pour finir, quels sont les défis de ce pays? Eh bien, d'abord, les défis sont d'abord géopolitiques. Effectivement, les tensions qui sont liées à la mer de Chine méridionale impactent inéluctablement l'économie de Singapour. Les défis politiques, le vieillissement de la population est très vite à Singapour. Et effectivement, c'est une société très multi-ethnique, multi-religieuse. Et effectivement, par le passé, il y a eu des émeutes raciales. Les défis économiques, vous avez des inégalités de revenus. Effectivement, le gouvernement a réussi à loger, mais le prix de l'immobilier s'envole. Ça demeure un problème important pour les futures générations qui souhaitent se loger. Enfin, Singapour doit constamment innover et améliorer sa compétitivité, et donc ça passe par un système éducatif. Mais ce système éducatif, qui est d'ailleurs reconnu comme l'un des meilleurs systèmes éducatifs, doit effectivement trouver un juste milieu entre d'une part l'excellence et d'autre part le bien-être des élèves, parce qu'effectivement vous avez beaucoup de pression pour les élèves. Et enfin, le défi environnementaux, puisque c'est une petite île qui doit savoir gérer ses déchets, gérer ses ressources, notamment la pollution de l'air, et effectivement qui dépend énormément des ressources naturelles de l'extérieur. Et tout cela contribue effectivement à un défi environnemental. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir.